Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Il y a une quinzaine d'années, j'ai fait une série d'articles puis un ouvrage sur l'histoire des mers. Et aujourd'hui, je m'amuse à en faire une série de petites vidéos. Aujourd'hui, épisode 4, les prédécesseurs des mers durant le Grand Siècle. Alors le Grand Siècle, c'est celui qu'on fait en général durée de la mort d'Henri IV, 1610, à celle de Louis XIV, 1715. Pendant cette époque, les arts s'épanouissent, la monarchie s'affirme, la France resplendit dans le monde. Très bien. Mais du point de vue local, c'est celle de la faillite des finances locales. C'est celle de la mise sous tutelle étatique des pouvoirs locaux. Les communes, les villes, les communautés rurales sortent exsangues des guerres de religion. Et nous avons évoqué la dernière fois que déjà, elles se retrouvaient à avoir des fonctions de plus en plus spécialisées, déjà des sortes de transferts de charges, qu'il y avait pour elles l'obligation de lever l'impôt, y compris d'ailleurs aux octrois, avec parfois des sommes à reverser à l'État, voire l'État qui en confisque les recettes. Donc une vraie difficulté quand par ailleurs, il y a plus de choses à financer et moins de sommes à recouvrer. Donc, évidemment que la période post-guerre de religion était une catastrophe quand il faut tout reconstruire et que néanmoins on en sort ruiné. Surtout, il y a une élévation considérable du taux d'intérêt qui ruine toutes les collectivités lorsqu'elles ont besoin d'emprunter, y compris parfois pour payer l'impôt à l'État monarchique. En 1647, Mazarin va jusqu'à doubler les impôts pesant sur les municipalités. Dans les villages, c'est également la communauté rurale ou commune au nord qui perçoit l'impôt royal, la taille qui contribue en finance et en hommes aux besoins militaires, c'est également elle. Bientôt, les exigences royales deviennent si lourdes qu'il devient extrêmement difficile de se financer pour payer l'impôt royal. Dans les villes, dans les campagnes, il y a toute une série d'émeutes à ce propos, notamment des dizaines d'émeutes entre 1630 et 1640. Du point de vue de l'État monarchique, le système municipal des maires, Marguillet, Échevin, Prévost, Capitoul, semble enchâssé dans des réalités sociales et institutionnelles médiévales. Aujourd'hui, l'heure est à la monarchie absolue et aussi à une certaine prospérité commerciale. On change de modèle. Et ces structures, par contre, restent bien utiles pour récupérer des sous au profit de l'État central. On l'a évoqué. D'ailleurs, lorsque des autorités locales font mine de rechigner à payer les dons exigés par le roi, Colbert ira jusqu'à les mettre sous tutelle. La tutelle royale n'avait cessé en réalité de s'affermir depuis un siècle. Mais c'est surtout en 1635 et progressivement ensuite, avec une autre étape en 1683, qu'une forte tutelle s'installe, avec une approbation préalable par l'intendant de nombreux actes locaux, dépenses exceptionnelles, recours à l'emprunt, actions en justice, achats, vente de biens communaux. La plupart des attributions de toute manière des municipalités passent petit à petit, au fil des ordonnances, des édits royaux, dans l'escarcelle royale. On a une vraie reprise en main par l'État. De toute manière, souvenons-nous que déjà, l'autonomie communale et les chartes communales avaient été l'occasion d'avoir un lien direct avec le roi, au moins pour les grandes villes, pour les bonnes villes. Le roi, donc, pendant ce grand siècle, en profite financièrement. Il récupère des compétences, il crée des offices qu'il va vendre. Le fonctionnaire, officier, achète sa charge et son statut personnel, son privilège. Ces officiers vont acquérir parfois un poids tout à fait considérable, à l'image du lieutenant général de police, du lieutenant de mairie, 1702, etc. Les communes les plus indépendantes et les plus fortunées vont acheter elle-même cet office pour éviter ce système et être autonome. Le problème, c'est qu'elle se retrouve souvent à emprunter pour pouvoir payer l'achat de la charge. Or, nous sommes dans une période de taux usuraires et elle se retrouve parfois ruinée. Les fonctions de maire, parfois d'échevin, qui étaient déjà petit à petit coupées de l'élection dans les endroits où il y avait une élection. On a vu tout à l'heure qu'on était sur des systèmes de plus en plus censitaires ou de représentation de certaines corporations, mais néanmoins il y avait des systèmes qui étaient prévus, notamment dans le monde urbain, dans un certain nombre de chartes. Et bien de plus en plus, ce système est remplacé par des nominations par le roi, ou carrément donc par la vente d'office. Dans les communautés rurales, le régime censitaire qui petit à petit a commencé souvent par se mettre en place, commune au nord, communauté au sud, dès la fin de l'époque médiévale, là, finit de se mettre en place au XVIIe siècle. L'administration donc municipale se retrouve partout, mise sur tutelle et vendue ou exercée par des systèmes de plus en plus héréditaires. S'en suivront de nombreux blocages sociaux, administratifs que la monarchie sera incapable de réformer au siècle suivant. L'emprise étatique sur l'échelon local, cela dit, n'a pas que des inconvénients. En effet, c'est à la faveur de cette impulsion royale qu'une administration locale s'est retrouvée modernisée. L'adjudication avec devis,
publicité devient obligatoire pour les marchés publics des municipalités dès 1689. Et oui, les ancêtres des marchés publics. Un droit moderne du domaine public communal apparaît dès 1667. Les servitudes, les systèmes d'outils d'administration publique qui se développent, réglementation du déboisement, de l'entretien des cours d'eau, 1669, procédure d'alignement pour les voiries, 1607, d'exploitation du sous-sol, 1680, droit de l'expropriation qui s'était déjà développé dans la période médiévale, qui se développe. En revanche, les grands travaux publics, notamment dans le monde rural, laissent à désirer. On continue dans beaucoup de territoires ruraux à avoir un système de corvée, d'impôts en nature, en général de plus en plus répartis par la commune ou par la communauté. Évidemment, la plupart du temps, ni l'enthousiasme ni la qualité du travail ne sont au rendez-vous. Mais comme on l'avait signalé, dans le monde urbain et même dans un certain nombre de territoires ruraux, le remplacement de ceci par des fonctions professionnalisées payées en bonne et due forme par les recettes des impôts commence à se mettre en place. Dans le monde urbain, c'est le régime plus que majoritaire. La corvée a souvent été remplacée par un impôt spécifique, en général par la taxe de pavage, qui n'a été supprimée qu'en 2012. Mais alors que penser des autres évolutions de l'administration? On développe un peu partout des jurés crieurs de vin, vérificateurs de beurre salé, vendeurs de foin. Tous étaient propriétaires de leurs offices. Est-ce que ça n'était, comme cela a été dit ensuite, que des tyrannos inutiles? La réalité est sans doute plus subtile que tout ceci. On a vu lors des dernières vidéos qu'il y a eu une relative laïcialisation et municipalisation des systèmes notamment d'hôpitaux, notamment pour pauvres mendiants et invalides en réalité. Ce système s'accélère en 1614 et surtout à partir de 1662. Dans toutes les villes et gros bourgs, il doit y avoir des hôpitaux généraux et on a appelé ça le renfermement des pauvres mendiants invalides dans des conditions qui ont été souvent au XXe siècle en tout cas évoquées comme étant plus carcérales que charitables. La réalité là aussi est sans doute plus contrastée, mais il y a eu de ce point de vue-là une charge financière énorme avec probablement par rapport à l'ancien modèle d'exercice de ceci par le clergé, qui n'était pas forcément si positif que cela. Mais ça marquait néanmoins une relative laïcisation avant l'heure, le terme est totalement anachronique là aussi, quoique le mot laïque existait mais avec un autre sens, que l'on avait déjà vu précédemment pour ce qui était le début de l'école enfantine. Ce mouvement va s'accélérer ensuite avec les mêmes rigidités et les difficultés en termes financiers, en termes de vénalité des offices, qui vont être une des grands éléments de crise du XVIIIe siècle. Nous le verrons dans nos prochaines vidéos. À suivre. À bientôt donc. Merci, au revoir.